Nous sommes le jeudi 27 septembre, il est 10h50, c'est donc l'heure de l'Instant R sur France 3. Bonjour à tous, merci de nous retrouver ce matin. On va aller en Isère, dans l'Aube ou encore dans le Val-de-Marne. On va traverser le pays pour parler bien-être, pour faire de belles rencontres et de belles découvertes. Depuis le début de la semaine, par exemple, nous prenons de l'altitude pour déguster des spécialités montagnardes. Après le tamier des moines de Savoie, après l'abondance, on va goûter le Saint-Marcellin isérois. Avant de passer à table, ça nous mettra en appétit. L'Instant R, c'est également un magazine qui s'intéresse à notre quotidien. Comment se protéger des vols? Chaque année, les pickpockets sévissent dans les grandes villes. Les autorités sont mobilisées pour lutter contre ce fléau qui fait fuir les touristes. C'est ce que nous verrons à Paris. L'une de nos équipes a suivi les forces de l'ordre. Et comment éviter les arnaques en tout genre? Du faux plombier aux locations abusives, les escroqueries sont nombreuses. Mais il y a 2-3 astuces à connaître pour les éviter. Lesquelles? Eh bien, on vous les donne dans notre instant pratique. Arnaques sur Internet, faux policiers qui détroussent les personnes âgées, les escroqueries en tout genre ne manquent pas. Comment les éviter? Quels sont les bons réflexes à adopter? Voici quelques conseils. Premier conseil, vérifiez toujours l'identité d'un visiteur. Ces retraités qui habitent Versailles ont eu la mauvaise surprise d'avoir la visite de cambrioleurs déguisés en policiers. Soupçonnant la supercherie, ils ont appelé le 17, un geste qui a fait fuir les voleurs. Si vous voyez un brassard, police, orange, qui ressemble à ça, où il n'y a rien dessous, c'est un faux. Dans les Yvelines, les seniors sont régulièrement sensibilisés à ce type d'arnaque, surtout à l'approche de Noël, pour reconnaître les faux vendeurs de calendriers. La plupart du temps, c'est des gens qui copient les éboueurs. Parce que les pompiers, il faut quand même une tenue spéciale et le calendrier est spécial aussi. On reconnaît le calendrier des pompiers comme on reconnaît le calendrier de la poste. Par contre, le calendrier des éboueurs, c'est un calendrier lambda, je dirais, avec juste éventuellement un camion poubelle en photo dessus. Deuxième conseil, méfiez-vous des pubs pour artisans. Nous avons tous un jour ou l'autre reçu dans notre boîte aux lettres ces flyers, des numéros de téléphone de serruriers, plombiers ou électriciens qui ne sont en fait que des arnaques, de faux artisans qui facturent des interventions d'urgence à des prix exorbitants. Ce type de flyer-là que vous voyez ici avec des logos du service public, avec le drapeau tricolore, avec les numéros de téléphone des pompiers, de la mairie, avec des blasons de ville. Oui, très clairement, ces cartons-là, il faut les jeter. Cette Parisienne victime d'escrocs a décidé de réagir. Elle a lancé une application web qui propose des artisans de confiance. C'est difficile parce qu'on... Dans les grandes villes, il n'y a plus de bouche à oreille. Donc quand on est livré à soi-même, on va par exemple regarder les flyers dans les boîtes aux lettres ou chercher sur Internet. Et il y a tellement d'arnaques qu'on ne sait plus où chercher en fait. Donc l'objet de l'application, c'est vraiment de vous aider à trouver un bon professionnel et d'être sûr que vous ne serez pas arnaqué. C'est-à-dire qu'il sera compétent, honnête, sympa. Même recommandé par un site, demandez toujours à un artisan un devis avant les travaux. Troisième conseil, soyez vigilants sur Internet. Le web est un formidable terrain de jeu pour tous les profiteurs. Sur les sites de location de vacances entre particuliers, méfiez-vous des annonces trop alléchantes qui ne correspondent pas au prix du marché. À Biarritz, il y a eu de nombreuses arnaques cet été. Pour les éviter, la mairie attribue un numéro à chaque bien saisonnier loué. Si une annonce ne comporte pas ce numéro d'enregistrement officiel, elle est suspecte. En conclusion, pour éviter d'être la cible d'escrocs, ne laissez jamais rentrer chez vous une personne dite de confiance sans avoir vérifié son identité. Si vous êtes victime d'une fuite d'eau, contactez un artisan qui vous aura été recommandé. Sur Internet, gare aux soi-disant bonnes affaires. Et surtout, ne prenez jamais une décision dans la précipitation. Laissez-vous le temps de la réflexion. Alors, sans tomber dans la psychose, c'est pas le but. Il est bon aussi de savoir repérer les pickpockets dans la rue. L'an dernier, plus de 710 000 vols sans violence ont été répertoriés. Pour tenter d'arrêter cette spirale infernale, les forces de l'ordre sont mobilisées, que ce soit en filature ou à l'aide de caméras de vidéosurveillance. Tout est fait pour stopper les voleurs à la tire. L'une de nos équipes a suivi les policiers parisiens. 2 minutes, je suis là. Garde la sortie, j'arrive. Une course-poursuite au cœur de Paris. Tous les deux, on va rentrer. Elles sont rentrées à Zara Home. 7 hommes aux allures de touristes. C'est juste là, Zara Home. Et policiers. Sa cible, les pickpockets. Je suis à l'Olympia, Un groupe de jeunes femmes qui sévit dans le quartier des grands magasins.
Il les prend en filature, espérant le flagrant délit. Il fait partie d'un dispositif de sécurité renforcé tout l'été dans les 7 principaux sites touristiques de la capitale. La partie visible, 315 policiers en uniforme dédiés chaque jour à cette protection. Dans l'ombre, des patrouilles en civil et des hommes qui scrutent les images de vidéosurveillance, comme ici, dans le 1er arrondissement. Oh, elle tire, putain, elle est en train de tirer. Elle y a pris. Dans les jardins même du Louvre. Ah, elle avait la main dans le sac. Cette fois, la tentative échoue. Ces voleurs sont appelés les pétitionnaires. Elle va se faire tirer, là. Ouf, ça a failli. En groupe, ils font signer une prétendue pétition pour mieux encercler leurs victimes. En fait, il y a un masque sa main avec la pétition. Et du coup, en dessous, c'est ce qu'on appelle le travail. Quoi. Ça s'arrête pas là, ça travaille encore. Ça travaille encore, ça travaille. Ouais, pour info, celles qui travaillent le plus, c'est des 2 petites avec des foulards rouges autour des épaules. Là. Ces policiers sont en lien permanent avec les patrouilles en civil sur le terrain, la brigade anticriminalité. Et là, je me laisse pousser un peu ses cheveux pour passer changer un peu d'apparence. On est obligé un peu de se grimer pour casser l'image du policier. Qu'est-ce qui peut vous mettre la puce à l'oreille? C'est le mec qui va rester en décalé dans la file d'attente pour observer. Ils vont avoir le regard bas, regarder les bas des tables. C'est là où il y a les sacs qui traînent. Et donc quand ils ont le regard bas, déjà, ça nous met la puce à l'oreille. Dire un regard bas, c'est pas bon. L'an dernier, 142 000 personnes ont déposé plainte en France pour vol à la tire. La plupart sont des touristes. Cet homme de nationalité indienne s'est fait voler 500 €. Je suis descendu du bus et j'ai vu que mon sac était ouvert et il n'y avait plus d'argent. Jamais, plus jamais je ne reviendrai à Paris. Très mauvaise expérience. Côté touriste, la lutte s'organise en mode système D. Ça, c'est un fil. C'est un lien spécial pour empêcher que mon portable soit volé. Et j'attrape mon sac comme ça. Je retourne mon sac pour que personne ne puisse l'ouvrir. En théorie, un pickpocket risque 3 ans de prison et 45 000 € d'amende, mais à condition d'être pris la main dans le sac. Alors à Strasbourg, les forces de l'ordre innovent. Regardez cette vidéo qu'ils ont mise en ligne. L'un des policiers fait diversion, un de ses collègues joue son complice et dérobe le sac. Le monsieur qui est derrière vous, c'est un policier aussi. Et s'il n'était pas policier, il serait voleur. Une mise en scène pour faire de la prévention et rappeler aux touristes d'être constamment sur leur garde. Comment déposer plainte quand on est victime? Eh bien, retrouvez toutes les infos à connaître sur préfecturedepolice.intérieur.gouv.fr. On s'apprête maintenant à quitter les résidents de la maison partagée Simon de Sirène de Saint-Apollinaire près de Dijon. Nous suivons cette aventure humaine depuis lundi. C'est une maison où vivent en colocation handicapés et valides. L'entraide, la bienveillance sont les maîtres mots. Pour ce dernier épisode, le petit groupe fait la fête car une fois tous les 3 ans, l'association réunit tous ses membres et cette fois-ci, c'était à Rungis, près de Paris. Les uns sont en situation de handicap, les autres sont valides. Depuis quelques mois, ils vivent ensemble dans un appartement partagé. Bienvenue dans une colocation presque comme les autres. Ambiance colonie de vacances. En ce début du mois de juin, les résidents et les assistants de vie ont quitté Dijon et leur zone de confort pour passer un week-end festif chez leur alter ego de Rungis en banlieue parisienne. Et il y a de l'excitation dans l'air. Avant de partir, on était tous contents d'aller à Rungis parce que je connaissais pas. Puis je voulais découvrir. On peut discuter avec eux. C'est sympathique. Jérémy, ça va bientôt faire 1 an que tu es à Simon de Sirène. Ouais. Toutes les maisons partagées de France, déjà construites ou en projet, ont convergé. 350 personnes bien décidées à s'amuser et à partager. Chaque groupe a imaginé une façon de se présenter aux autres. Les Dijonnais, eux, ont réalisé un petit film à leur image. On est tous contents, on est tous ambiancés, on rapporte toujours notre petite folie de Dijon, c'est super. La thématique de ce week-end, nous avons tous du talent.
Chaque maison a préparé un atelier pour les autres convives. Les Dijonnais ont inventé un jeu de loi géant, au ton caustique, qui reflète bien leur humour. Là, tu doubles encore tes points. Que signifie PMR? Public méchamment rejeté. Personne à mobilité réduite. Ou alors personne moralement ralentie. Personne à mobilité réduite? Oui. Yes. Voilà. On a préparé 20 cases avec soit des cases consignes où on essaye de se mettre dans la peau de quelqu'un qui vit avec des inconvénients ou des avantages de quand on est en fauteuil, comme avoir un assistant pour soi, le moteur qui est en panne dans un fauteuil, parce qu'il faut savoir que les fauteuils électriques on les recharge régulièrement. Et puis des cases chiffres sur lesquelles on pose des questions sur l'association histoire de s'amuser. C'est l'association Simon de Sirène qui a imaginé ces maisons partagées pour des personnes souffrant de lésions cérébrales. Bien sûr, ici on ne nie pas les difficultés du handicap. On les vit au quotidien. Mais cette association pense aussi que notre regard doit changer. Le fauteuil n'est pas tout. La personnalité, la joie de vivre, les compétences des personnes handicapées, mais aussi leurs défaillances, sont envisagées ici comme une richesse pour toute la société. Quand la personne qui est fragile dans son fauteuil me dit « viens, j'ai besoin de toi », en fait, elle m'invite à avoir confiance en elle, mais aussi confiance dans mes propres fragilités. Alors que souvent dans la société, on a l'impression qu'il faut cacher nos fragilités, il faut mettre un masque. Et là, en fait, les personnes valides qui viennent là disent oh, « enfin un lieu où je peux être moi-même ». Et quand c'est les personnes fragiles qui nous invitent comme ça à créer une société plus fraternelle, je crois que voilà, y a quelque chose d'un vrai projet d'avenir. Football. Oui. C'est un moment de joie, donc déjà pour ça c'est important. Et puis c'est important de voir qu'on appartient à quelque chose de plus grand. Même à nous, ça nous fait du bien de voir que ça existe ailleurs. C'est pas seulement dans cette maison où on est dans un petit cocon et où on est bienveillant. Non, il y a une bienveillance qui est plus large. Alors certes, c'est plus largement à Simon de Sirène et ensuite, on peut se dire que c'est plus loin dans la société en général. Le soleil se couche sur cette journée riche en émotions mais aussi en réflexions. Laura a participé tout l'après-midi à un café philo, de quoi la rendre songeuse. La jeune femme passe en revue ses 11 mois vécus dans la maison partagée et dire qu'elle s'imaginait au départ que ce serait une simple colocation. Ça a donné un peu plus de vie, de lumière. Donc, du coup, ça m'a appris à me rendre plus autonome et à me guider un peu plus dans mes choix et dans mes rêves. Histoire de finir en fanfare, une batucada arrive. Évidemment, Jérémy en fait partie. Vous vous souvenez peut-être de sa passion pour les percus. Dans la foule des spectateurs, sa famille de chœur. Et du chœur, ils en ont. Il bat chaque jour un peu plus à l'unisson. Bravo à notre équipe de Dijon qui a réalisé cette série de reportages. Et si vous aussi d'ailleurs, vous êtes acteur ou témoin de belles initiatives qui favorisent le vivre ensemble, eh bien, filmez-vous avec votre téléphone par exemple et envoyez-nous votre témoignage sur la page Facebook de France 3 Toute Région. Nous le diffuserons dans une prochaine émission. On reste ensemble un peu plus de 11 heures. On va aller pêcher avec de vrais passionnés. On rejoindra le lac Merla. C'est en altitude et c'est en Isère. On aime bien également dans l'Instant R mettre en avant des artisans. On rencontrera Cécile, maître verrier dans l'Aube. Elle nous fera partager sa passion. Auparavant, eh bien, on poursuit notre découverte des spécialités culinaires de montagne. Depuis lundi, on goûte les fromages et ce matin, on vous propose du Saint-Marcellin isérois. 35 millions d'unités tout de même sont vendues chaque année dans toute la France. Alors, quelle est la recette du succès? Eh bien, on voit cela ensemble. Sur le marché de Saint-Marcellin, Damien est une référence et cet affineur possède une clientèle particulièrement fidèle, comme ce restaurateur du village de Chatte, dans le Nord-Isère. On adore le Saint-Marcellin, surtout celui de Damien. Déjà, on reconnaît ceux qui le fabriquent. Et puis, c'est un bon affineur. Dans les cuisines de ce château du XIVe siècle qui domine la commune, Christine élabore des plats traditionnels où respect du terroir se mêle à la recherche du plaisir. Dans ses recettes, le Saint-Marcellin occupe une place de choix. C'est un très bon fromage qui n'est pas trop salé, qui peut se travailler facilement. On peut faire une fondue de Saint-Marcellin. On peut faire pas mal de choses. Il cuit bien, il ne bouge pas, il est parfait.
petit fromage crémeux au lait entier de vache, le Saint-Marcellin est aujourd'hui commercialisé dans toute la France. Et selon la devise de la confrérie qui défend ses qualités et ses valeurs, il se déguste sans faim. Les origines du Saint-Marcellin remontent au XVe siècle. Les livres des comptes de l'intendance de Louis XI y faisaient déjà largement mention. C'est après la fin de la Première Guerre que les principaux acteurs commencent à ramasser le lait dans les fermes et le travail dans des fromageries. Les fromageries viennent de naître. Il faut attendre fin 2013 pour que ce fromage bénéficie d'une IGP, indication géographique protégée, un dispositif légal de l'Union européenne qui garantit qu'au moins une des étapes de fabrication a été réalisée dans le lieu affiché par le produit. On envisage justement des panneaux qui indiqueront où se situent les fermes qui produisent du lait IGP et affirmé par les producteurs, je suis producteur et ce lait-là va dans la filière Saint-Marcellin. Définie selon des critères historiques, la zone géographique de production s'étend sur la rive est du fleuve Rhône et s'appuie sur le massif du Vercors. Elle concerne 274 communes de la Drôme, de l'Isère et de la Savoie. Au GAEC des Essarts, sur la commune du Plan en Isère, 3 familles produisent du Saint-Marcellin depuis 2007. L'obtention de l'IGP a changé leur façon de faire. Avant, j'avais une recette qui n'était pas forcément la meilleure. Et le fait de me caler à l'IGP, ça a permis chez nous d'améliorer la qualité du produit. Aujourd'hui, près de 35 millions de Saint-Marcellin arrivent chaque année sur le marché, soit 2800 tonnes. Si par hasard vous lui trouvez un petit goût de noix, c'est sans doute que vous dégustez le Petit Saint-Marc de Franck Petit. En se basant sur le chocolat et le praliné, cet artisan de Saint-Marcellin met en valeur à sa façon 2 spécialités régionales, les ravioles et le Saint-Marcellin, il suffisait d'y penser. Et demain, on rejoindra la Suisse pour goûter au prince des gruyères L'Étiva, c'est son nom. Dans l'instant R, nous aimons mettre en avant les spécialités de nos régions, on vient de le voir. Nous aimons aussi encourager les artisans qui sont pour certains de vrais artistes passionnés. C'est le cas de Cécile, maître verrier dans l'Aube. C'est l'instant portrait. Moi, ce qui m'a attirée dans ce métier-là, c'est les jeux de lumière et les textures de verre. Et le fait que le verre, c'est pas si fragile que ça. En fait, on peut le travailler de plein de façons différentes. On peut le sabler, on peut l'émailler, on peut mettre de la grisaille, on peut le graver. En fait, il y a une technique pour faire filer le verre, parce que souvent les gens même qui viennent à l'atelier me disent « Oh, on n'arrive pas à couper le verre ». Déjà, c'est une roulette avec un réservoir, il y a de l'huile de coupe ou du pétrole dedans, parce que sinon ça ne coupe pas le verre. Et en fait, c'est le fait de détacher, faut vraiment le coup de main, quoi. C'est comme si on mangeait du chocolat, on détache comme un carré de chocolat. C'est très physique, c'est physiquement dur, c'est toujours les mêmes gestes, on est tout le temps en appui. Bon, on se rend pas compte parce qu'on le fait tout le temps, mais à l'usure, ça fait quand même 19 ans que je suis à mon compte et 24 ans que je fais ce métier-là. Mais c'est vrai que ça paraît tellement minutieux, tellement artistique qu'on ne dit pas aux gens qui veulent faire ce métier-là, attention, il faut quand même être costaud, quoi. Maître verrier, un métier technique aux arts multiples. Cécile s'est formée dans une école parisienne et s'est ensuite spécialisée dans les monuments historiques. Ici, elle restaure un vitrail du 19e siècle, vandalisé il y a quelques mois. J'ai fait une section où il y avait vraiment beaucoup de dessins, d'art appliqué, d'histoire de l'art, de design. Donc on sait faire du plan méticuleux au rotring jusqu'aux effets de matière à la main, à l'éponge, enfin bref. On avait vraiment du très précis au loufoque, si on peut dire. On s'exprimait plus librement. Mais c'est évident que quand on travaille sur une création contemporaine, c'est notre patte à nous, notre personnalité qu'on va laisser dans le temps. Parce que l'avantage du vitrail, c'est que ça reste longtemps en place. Donc ça se trouve dans 100 ans, 200 ans, mon nom sera encore dans les églises que j'aurais fait en création. Des créations contemporaines, comme ici, à Loivre. Il y a quelques années, Cécile a posé sa signature en réalisant l'ensemble des panneaux de cette église.
l'atelier, on a toujours un petit peu le stress de se dire « Ah, est-ce que j'ai assez contrasté ? Parce que vu de loin, ça ne donne pas du tout la même chose. Et les premiers panneaux de création qu'on met en place dans un édifice, ouais, il y a l'adrénaline, quoi. C'est le côté plaisant, le côté adrénaline. J'avais 14 ans, on était sur ces travaux-là, ça passe vite. Hein. Déjà. C'est vrai que sans les échafaudages, ça rend mieux déjà, hein, tout de suite. C'est vrai. Et du coup, elle est plein visitée, cette église, grâce à ces vitraux. Et du coup, c'était possible pour vous remercier de m'avoir fait confiance, parce que c'est quand même un bel ensemble 16e. Et je suis quand même fière d'avoir rénové cet ensemble qui fait partie de ma commune. C'est pas toujours évident, parce qu'on est souvent plusieurs en liste pour les devis et en concurrence. Donc. Voilà. Puis pour nous, ça a été tout un honneur de te faire travailler. Quelqu'un qui habitait au village, et puis qui a été choisi par les Bâtiments de France pour restaurer nos beaux vitraux. L'église de la Nativité de la Vierge s'élève au centre de Bérulle depuis le XVIe siècle. La remise en plomb de ces vitraux décrivant des scènes bibliques s'est étendue sur 6 années. Ça me fait drôle parce que je les ai vus depuis toute petite et si j'avais imaginé un jour les restaurer, je n'aurais peut-être pas cru. Voilà, donc c'est vrai que c'est émouvant en même temps d'avoir des vitraux aussi anciens à l'atelier parce qu'il y a quand même 5 siècles qui nous séparent et on se rend compte de la richesse des détails et donc de la valeur des maîtres verriers de cette époque-là qui étaient quand même, avec les moyens qui sont quand même beaucoup moins techniques que maintenant, ils faisaient des chefs-d'œuvre. Un chef-d'œuvre, une marque de l'histoire sauvegardée pour encore de nombreux siècles. Cécile Boel qui a son propre site internet avec ses créations et son actualité, c'est, vous le voyez, vitraux-boel.fr. Et si on prenait l'air maintenant, ça vous dit? On va partir pêcher, comme plus d'1 500 000 personnes en France. José et Dominique, eux, investissent régulièrement un lieu de rêve, c'est le lac Merla dans le sublime massif de Beldon en Isère. Dépaysement garanti. Une randonnée de plusieurs heures, avec peut-être au bout une partie de pêche de rêve. Les Alpes sont constellées de ces lacs d'origine glaciaire qui font le bonheur des randonneurs pêcheurs. Quand on a un paysage comme ça, pêcher au bord d'un lac de montagne, c'est formidable, quoi, avec une journée aussi belle. Ici, c'est le lac Merla, qui est dans le massif de Beldon, qui est tout proche du refuge de la Prat. Un nombre réduit d'espèces peuple les lacs d'altitude et se reproduit dans ces eaux froides. Ici, José titille la truite fario ou l'omble chevalier grâce à la technique dite du mort-manier, un petit poisson accroché comme un appât. On lui donne une impression d'être à moitié d'être malade ou à moitié mort, quoi. Donc on dandine, tu vois, la canne, on donne des petits coups, ça te permet, le verron, ça lui fait faire des petites ondulations, tu vois, l'impression d'un poisson malade, quoi. Et la truite va toujours attaquer le poisson le plus faible. Le plaisir de la pêche en montagne, c'est avant tout de se trouver dans un cadre magnifique. Le côté rando pour le sport et la pêche comme une cerise sur le gâteau. José concilie ses deux passions, seul ou en couple. Ça fait à peu près 25 ans que je monte dans les lacs de montagne, donc je les ai pratiquement tous faits dans l'Isère. J'ai commencé à faire des balades avec José qui montait pour pêcher. Et puis petit à petit, ça m'a donné envie. Je me suis dit plutôt que de rester au bord du lac sans rien faire, je vais essayer. Et puis ça détend. Il y a un petit enjeu d'essayer d'en sortir un plus gros poisson que José. Et des fois ça marche. Oh, il n'est pas très gros. C'est un petit omble chevalier. Oh, il doit faire 20 cm. Donc on a une maille à respecter, c'est 23. Je le relâche. Si on sort un poisson, c'est un plus. Si on n'en sort pas, c'est pas grave. C'est le cadre. Ça permet de décompresser d'une semaine de travail, quoi.
Moi, c'est mon, comment dirais-je, c'est mon endroit où je décompresse. Je fais le vide. La nature à l'état brut. Cette nuit, José et sa femme bivouaqueront au bord du lac. La tête dans les étoiles, pour être au petit matin, seuls avec leur canne à pêche. De belles images que l'on doit à la rédaction de France 3 Grenoble. Et on vous promet d'ailleurs d'autres belles images dès demain à 10h50 sur France 3. Dans l'instant pratique, on vous donnera quelques astuces pour réussir son entretien d'embauche. Très belle journée à vous, à demain. Midi en France, c'est maintenant.